Bonjour ou rebonjour. On va commencer cette deuxième table ronde, donc je vous invite à vous asseoir. Je vais refaire un tout petit mot d'introduction, donc désolé pour ceux qui étaient là tout à l'heure, ils l'auront eu 2 fois. Donc cette deuxième table ronde a également lieu dans le cadre du festival Scopiton. L'idée, à travers les 2 tables rondes qu'il y avait cet après-midi, c'était d'explorer des thématiques portées par des artistes du festival, donc le post-numérique tout à l'heure, puis maintenant la question de l'erreur, de l'échec, de l'aléa, qui va être traitée par le panel ici présent. Donc je passe la parole à Céline qui va présenter tout le monde. Merci Martin, bonjour à tous, merci d'être là cet après-midi, d'être resté pour cette rencontre où nous allons traiter de la question de l'erreur, de l'échec et de la faillibilité. Alors avec nos intervenants, nous allons explorer cette relation que nous avons à l'échec par le prisme évidemment de la relation entre art et technologie, mais aussi par rapport et autour de la question de la faillibilité du numérique, ses dérives et ses évolutions. Je pense que c'est un sujet qui nous intéresse tous. Je pense que dans le fond, on va pas mal tourner autour de cette maxime des Shadocks que j'aime beaucoup, qui est ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. En d'autres termes, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Et je crois qu'on va pas mal se retrouver tous autour de ça. Donc ce que je vous propose pour cette heure et demie qui est dédiée, c'est d'avancer sur le sujet en le traitant à partir de 2 angles. On va essayer d'avoir en fait 2 parties. Une première partie qui traitera de la question de l'échec versus la réussite, et d'une deuxième partie qui tournera plutôt autour de la notion de faillibilité versus infaillibilité. Alors je vais essayer de le dire correctement, mais je vous avoue que c'est pas évident. Donc ça fait un peu plus d'une demi-heure par partie, et ce qui veut dire qu'on s'est réservé la possibilité d'un quart d'heure, d'un gros quart d'heure d'échange avec vous, si vous en êtes d'accord. Alors avant de vous présenter les intervenants, je vais me présenter. Donc Céline Berthoumieux, il y a écrit modératrice, c'est un terme qui peut me correspondre. Je suis directrice d'une association à Marseille, à la Friche Label de Mai, qui a un gros pôle artistique et culturel. C'est une association qui existe depuis une vingtaine d'années. Et dans nos missions, il y a la production, la programmation et l'accompagnement d'artistes dans le champ des arts numériques, hein, évidemment, et l'animation d'un dispositif d'action culturelle, de transmission et de formation à destination de tout public, et puis aussi des professionnels. Alors, je vais faire une première présentation de nos invités. Je vais commencer par Julien Bélanger avec 2 L. C'est ça. Et donc, Julien, tu développes pour l'association citoyenne Ping, que tu as cofondé en 2004, des projets artistiques, culturels et techniques, ce qui fait que tu vas pouvoir aussi parler à partir de ces 3 casquettes. Ça va être intéressant. Et tout ça, évidemment, au croisement art, sciences, technologie et société. Donc ça fait quand même pas mal de fils à tirer par rapport au sujet. Donc Ping anime un Fab Lab sur l'île de Nantes et un atelier partagé dans le quartier du Breil. C'est bien ça. Alors c'est toi qui vas ouvrir le bal avec la question warm-up qui va permettre de se chauffer un peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça serait ton erreur 404 ? Bonjour tout le monde. Je suis un peu enrhumé, donc j'ai un peu la voix qui flanche de temps en temps, mais c'est normal. Et j'ai failli pas venir, mais je me suis dit si je viens pas, tout le monde va croire que c'était une performance pour pas participer. Voilà, donc merci Céline de m'avoir invité. J'avoue que depuis que tu m'as posé cette question-là, je ne dors plus de la nuit. Je n'arrive pas à trouver des erreurs de projet, j'en ai vraiment des tonnes et des tonnes. Il va falloir que ça s'arrête demain, je pense, pour trouver les projets intéressants. Du coup, je ne sais pas trop quoi répondre, alors j'hésite entre 2 trucs, voire 3, voire 4. Du coup, c'est la première fois que je l'avoue ici en public, donc ça va être une grande première. J'étais avant ingénieur Microsoft. Et donc notre métier consistait en fait à aller dépanner des grosses entreprises qui mettaient à jour leur logiciel et qui nous appelaient, il nous faut un ingénieur Microsoft, et nous on arrivait, et on avait quelque chose pour réparer le bug, qu'on appelait un service pack, qui mettait à jour le bug, enfin qui réparait le bug, donc c'était super intéressant. Et du coup on demandait à l'entreprise forcément de mettre à jour la prochaine fois qu'on leur demande le logiciel, et comme par hasard, la fois d'après, il y avait encore un problème, donc il y avait un nouveau service pack, donc on revenait à chaque fois. Et cette pratique commerciale de l'erreur était
enrichissante pour Microsoft, pour moi un peu moins forcément. Donc ça c'est la version ingénieur Microsoft quand on intervenait sur site où vraiment à la journée on claquait vraiment, enfin l'entreprise claquait vraiment un max pour nous faire intervenir. Et puis il y avait une autre version un peu plus douce qui était la version grand compte, donc je ne vais pas nommer une grosse entreprise qui distribue les courriers tous les matins dans la boîte aux lettres, mais du coup elle nous faisait venir carrément en permanence. Et du coup comme ils étaient un peu dubitatifs sur les drivers pour installer les imprimantes enfin les drivers des imprimantes, et nous, on défaisait le driver, enfin on décortiquait le code du driver pour regarder s'il n'y avait pas des erreurs à l'intérieur, pour le cleaner un petit peu, et on le recompactait après. Donc on était bien placé parce qu'il était fait par nous-mêmes, forcément. Et puis après on le remettait bien, mais du coup on mettait un petit tampon La Poste dessus. Et puis tous les ans on faisait un petit bilan, puis on leur disait non mais vous pouvez ne vous passer de nous, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en même temps, voilà. Donc ça aussi je trouve ça assez intéressant. Et c'est une de ces ce métier-là m'a vraiment donné envie de me lancer dans l'aventure Ping. Donc c'était pour dire que c'est une bifurcation plutôt qu'une erreur. Oui, c'est ça, c'est une erreur d'aiguillage, je crois qu'on en évoquait une autre. Voilà. Et j'en avais une deuxième pour faire rendre un hommage à Cédric avec qui on a travaillé il y a quelques temps. Cédric Huchet qui a eu l'idée de cette table ronde, d'ailleurs, ensemble. Nous l'avons eu au Festival Mirage. Et donc du coup, après avoir été ingénieur Microsoft, deuxième aveu, j'ai voulu être artiste et numérique. Et du coup, on avait été invité par Scopitone pour présenter une vidéo très très lente d'une balançoire qui durait toute la durée du festival. Hein. Donc ça nous avait demandé des heures et des heures de traitement, les mettre sur des disques durs. Enfin à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il fallait qu'on se voit dans un local, tout ça. Une fois qu'on avait tout bien compacté, on est arrivé avec les disques durs et problème de régie, je ne sais plus trop quoi. Enfin c'était le tout début Scopitone, c'était un peu l'effervescence, on est arrivé un peu en retard. On n'a jamais eu le vidéoproche, en fait, il n'était jamais là. Mais du coup, nous, on était à l'entrée de Scopitone et on expliquait aux gens que potentiellement, normalement, ici aurait dû avoir lieu une installation qui se traduisait par le fait qu'une balançoire devait... donc on a expliqué ça pendant 7 heures. Donc on s'est relayé, heureusement on était deux, donc on a trouvé ça assez intéressant. Et dans le Catherine aussi, on a rencontré beaucoup d'artistes qui auraient été intéressés pour voir cette fameuse vidéo très très lente et du coup on n'a pas réussi à le croiser. Et du coup ça aussi, ça m'a donné vraiment envie de faire de la médiation et c'est une deuxième raison qui m'a lancé sur les rails. J'en avais plein d'autres, mais après... Non, mais après, là, c'est juste un warm-up par définition, donc ça veut dire un tour de chauffe. Tu en as déjà fait 2 par rapport aux autres, c'est bien. Myriam Blo, qui est artiste numérique, hein, elle est programmée dans le festival. Tu es donc artiste numérique et compositrice, tu vis à Montréal et tu exerces ton talent, qui est très grand, à travers des performances audiovisuelles, des installations, des compositions instrumentales et électroniques. Donc tu es de retour cette année à Scopitone, c'est pas la première fois que tu viens, pour présenter en avant-première, c'est ça, une installation Story of Mechanical Music. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. J'ai fait une nouvelle version, j'avais déjà une petite version, mais là c'est comme une nouvelle version un peu plus grosse dont je vais pouvoir parler dans quelques instants. Ouais. Et qui est présentée en ce moment au Musée des Arts pendant toute la durée du festival, donc en centre-ville. Et ce soir, tu présentes aussi ta dernière performance audiovisuelle, Autopsy Glass, à 19h, toujours au Musée des Arts. C'est peut-être la raison pour laquelle tu nous quitteras avant la fin de... Est-ce que c'est à 19h, vraiment? Je crois, non, okay, dans le programme. À 20h, pardon. 20h. Ben voilà, c'est ma première erreur sur la table ronde. Même question, Myriam, qu'est-ce que ce serait ton erreur 404 personnelle ou professionnelle? Ouais, je vais passer, je vais passer par-dessus les manquer des avions pour des raisons un peu stupides. Ça, je pense qu'on l'a tous fait, mais peut-être que je peux partager avec vous les 3 derniers jours que j'ai eu ici à galérer sur l'installation. Ouais, parce que ça, c'est quand même une grosse erreur. Donc, la première installation que j'avais faite, c'est avec des CD qui sont découpés à la CNC. J'en ai 75. Puis donc, c'est une forme qui change. Puis au final, ça fait une espèce de forme d'onde qu'on peut bouger. C'est le principe de la boîte à musique. Donc, il y a une pièce qui est jouée. Puis là, je m'étais dit, ce serait cool d'essayer d'en faire une plus grosse avec des vinyles. Et donc, j'avais déjà l'expérience d'avoir travaillé avec les CD. J'avais un peu planifié mon temps. OK, ça va prendre à peu près 2 semaines pour faire la découpe. Malheureusement, les vinyles se découpent hyper mal à la CNC parce que ça gomme. C'est comme... Puis aussi, un autre problème, c'est que tous les vinyles ont une épaisseur légèrement différente, ce qui fait que mes fichiers étaient plus bons dépendant de l'épaisseur du vinyle. Ensuite, ça gommait sur le côté, donc il y a eu à nettoyer. Donc, plutôt que de prendre 2 semaines, ça fait à peu près 1 mois et demi que je suis en train de nettoyer mes vinyles.
Puis on a fini hier avec les 5 techniciens en train d'huiler les vinyles pour essayer d'enlever le tape double face qui était resté collé puis qui s'enlevait plus. Donc ça peut vous donner une idée. C'était pas nécessairement prévu, mais là il y a un résultat qui est au Musée des Arts de Nantes que vous pourrez aller voir si vous voulez. Puis une autre chose peut-être que je peux vous dire par rapport à cette installation-là. Ben c'est ça, c'est une première version, ça va, mais définitivement, il y a plein d'autres trucs que j'aimerais travailler, donc avant-première, c'est le bon terme. Parfait. Pour le coup, je ne me suis pas trompée. Alors, Olivier Herched, alors, tu es maître de conférences en information et communication, discipline vaste s'il en est. Tu es auteur du blog qui chronique ton activité de chercheur, qui c'est une sorte de médiation scientifique qui s'appelle Affordance, et à partir duquel tu viens de publier un bouquin qui s'intitule et qui est disponible là pour ceux qui voudraient que ça intéresse, L'appétit des géants, pourquoi le pouvoir des algorithmes, pardon, et le devoir des plateformes. L'appétit des géants. Ambition des plateformes. Ambition des plateformes. Et donc, je pense que ton erreur 404 va peut-être un peu rebondir sur celle de Julien par rapport à Microsoft, de la question de l'erreur d'aiguillage. Ah oui, bonjour. Donc mon erreur 404 à moi, c'était peut-être une erreur d'aiguillage en termes de formation, puisque j'ai arrêté d'être un bon élève en maths à partir de la 3e. J'ai développé une espèce de frustration et de complexe. Et du coup, j'ai fait des études de lettres. Et aujourd'hui, et j'ai toujours regretté de ne pas avoir fait des études de maths et d'informatique après. Et j'ai été amené, après mes études de lettres, à m'intéresser. Et je bosse aujourd'hui au quotidien sur le fonctionnement de ces systèmes et de ces plateformes techniques. Et donc, il y a toujours un moment où il faut ouvrir le capot et où, pour regarder comment ça marche à l'intérieur, et où parfois je regrette un petit peu de ne pas avoir suivi un cursus plus dense du côté de ces sciences-là. Voilà. Mais avec un petit retour de temps en temps qui permet de faire de cette erreur. Plutôt bien, oui, voilà. Après, ça va. J'ai fait la même erreur. Voilà. La même. Charlotte Truchet, alors tu es docteur en informatique et tu es professeure adjointe à l'université de Nantes, c'est bien ça? Maître de conférence, ouais. J'ai dit quoi? Docteur. Oui, enfin, ça, tout marche. Bon, ça va alors, c'est pas une erreur. Et tu as travaillé en fait à l'IRCAM sur des applications de programmation de contraintes à la composition musicale contemporaine. J'ai fait une traduction avec Google Trad par rapport à ta bio en anglais. J'espère que ça va à peu près. Et tu fais partie de ces chercheurs comme Olivier qui créent des ponts avec le reste du monde en étant une rédactrice du blog binaire sur lemonde.fr. Oui. C'est ça? Et du coup, ça serait quoi, toi, ton erreur 404, Charlotte? Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein, je les ressasse toutes depuis que tu m'as posé la question. Donc c'est la question qui empêche les gens de dormir, finalement. Ah oui, non, c'est épouvantable. Alors j'en ai choisi une, parce que donc, je suis maître de conférence en informatique. Mon travail, c'est faire de la recherche et de l'enseignement en informatique. Et l'erreur qui est peut-être la plus cuisante, mais la plus instructive pour moi, c'était une fois où je donnais un TD, je crois. Je devais faire un calcul au tableau. C'est assez rare en informatique qu'on fasse des calculs au tableau. En général, on les programme, on les fait pas. Et puis j'ai fait un calcul mais complètement faux devant tous mes étudiants. J'avais honte, c'était horrible. J'avais honte. Et en fait, je me suis rendu compte à cette occasion que c'est parce que j'ai jamais su l'étape de multiplication, j'ai jamais su compter, je sais pas faire une addition, je sais pas faire un calcul, jamais su. J'ai commencé à être bonne en maths en 3e. Et voilà. Et pourquoi elle était instructive? Parce qu'en fait, je trimballais cette honte depuis toute gamine, depuis l'étape de multiplication. Et voilà, et je me suis rendu compte que finalement, avec mes étudiants, eux, ils s'en foutaient complètement. Que je fasse une erreur au tableau, c'est pas grave. Du moment qu'il l'admet et qu'il le reconnaît, on peut tout à fait être honnête avec ses étudiants et dire, bah voilà, ça je sais pas faire, c'est mécanique. Et de toute façon, ils viennent pas pour apprendre à compter, a priori, à l'université. Et voilà. Donc ça a été l'erreur qui m'a fait comprendre que je pouvais enfin faire mon coming out de nul en maths et l'assumer face à mes étudiants. Alors justement, être nul en maths quand on est une informaticienne, en effet, mais en revanche, le gros avantage que tu as, c'est que tu vas pouvoir nous dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une erreur 404 en fait? Oui, je peux dire ça. Alors, l'erreur 404, c'est assez rigolo parce que c'est sans doute une des erreurs les plus connues du grand public en informatique.
Du point de vue informatique, elle est relativement anodine. C'est une erreur du protocole HTTP. Alors le protocole HTTP, c'est l'ensemble de machins que doit faire un ordinateur pour se connecter à un serveur. En clair, c'est ce qui se passe à chaque fois que vous allez consulter un site web. Quand vous consultez un site web, votre machine dit « je voudrais aller lire la page qui s'appelle machin sur le serveur lemonde.fr ». Et tout ça est codé dans un protocole qui fait marcher le machin, qui est automatisé. Et dans ce protocole, il y a tout un tas d'erreurs qui sont prévues. Il n'y a pas que la 404, hein, il y en a plein. Et donc l'erreur 404, c'est celle qui dit attention, quand j'ai envoyé la requête que je voulais aller voir la page machin sur lemonde.fr, je demande une page qui n'existe pas. Par exemple, j'ai mal orthographié machin, j'ai mis machin avec un S alors qu'il n'y en a pas, ou quelque chose comme ça. Donc ça veut juste dire le document demandé n'est pas présent sur le site web. Donc bon, c'est pas une erreur particulièrement importante en informatique. Là où c'est intéressant, c'est que c'est une erreur qui est très connue et qui ramène finalement à ce qu'on fait beaucoup en informatique du point de vue des erreurs. La première chose qu'on fait en informatique, c'est d'essayer de les codifier, ces erreurs. Cette erreur, elle a un numéro, c'est une erreur précise. L'erreur 403, c'est la même, mais on n'a pas les droits d'accès pour la page demandée, etc. Et finalement, une bonne partie de notre travail en informatique, c'est de codifier ce que doit faire un ordinateur, et quand il ne le fait pas, pour quelle raison, ça cloche. Nous voilà éclairés sur le sujet. Myriam, tu racontais la galère à laquelle tu as été confrontée depuis 3 jours, mais dans le fond et à partir de ta pratique artistique, est-ce que l'échec ou l'erreur, ça existe vraiment? C'est vraiment quelque chose auquel tu es confronté, ou c'est quelque chose qui est toujours et totalement intégré dans la question du processus de création? Définitivement. Je pense surtout que du moment où on travaille avec des matériaux un peu nouveaux ou qui n'ont pas été utilisés de cette manière-là, on ne sait jamais exactement à quoi s'attendre. Puis donc, parfois, j'ai des très bonnes surprises, comme, je sais pas, avec la petite boîte de CD, je m'attendais vraiment pas à ce que ça ait l'air de ça, et finalement, je suis bien contente du résultat. Puis parfois, on est très désagréablement surpris aussi. Étant donné que je pense surtout avec les performances audiovisuelles, on s'entend que le format vidéo est quand même assez codifié. Peut-être des gens pourront me contredire là-dessus, mais j'ai l'impression que si on a un bon moniteur, on sait le ratio de l'écran, on peut totalement tester avant. C'est assez standard, assez compris qu'on sait à quoi s'attendre. Quand on vient le temps de travailler avec de la lumière, il y a toute la question de comment on place les sources lumineuses, comment ça va rendre dans la salle qui va avoir des tailles différentes. Parfois, il faut accrocher des trucs au plafond, on ne sait jamais quel angle on va avoir. Donc, il y a plein d'imprévus et d'inconnus qui font que c'est assez difficile, puis que, bien sûr, il y a des erreurs. Tout à l'heure, non, c'était hier, j'ai fait la visite à destination des professionnels des différentes installations faites par Colline, et à un moment donné, elle, pour parler d'une installation, elle dit dans leur processus de création, les artistes, ils ont été empêchés à cause de la technologie, et finalement c'est pas plus mal qu'ils aient été empêchés par rapport à ce qu'ils voulaient faire et qu'ils aient été limités à cause de la technologie. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as l'impression d'être confronté? Pas nécessairement, parce que je pense que j'apprends avec la technologie à mesure des projets. Souvent, ça va être comme ça que je vais apprendre à avoir une nouvelle compétence. Au final, OK, j'ai cette idée-là, puis je vais aller voir quels moyens qui se prêterait bien à réaliser. Donc, pour l'installation en cours, je pensais que Super Collider roulerait bien sur Raspberry Pi. Donc, c'est ça, j'ai commencé à faire du Super Collider. J'en faisais pas tant que ça avant. Donc, je sais pas, pour moi, c'est plus comme chaque projet, c'est plus un moyen d'apprendre une nouvelle technologie, de mieux les connaître. Parce qu'en fait, toi aussi, en tant qu'artiste, tu développes toi-même, tu fais rarement appel à l'intermédiaire d'un ingénieur, chercheur, technicien. C'est rare que je fais appel à des gens pour designer le projet, pour conceptualiser le projet au niveau technique, là, je parle. Parfois, ça va m'arriver d'engager des gens pour souder 100 trucs, puis j'ai pas le temps parce que c'est dans 2 jours.
ou encore construire des boîtes en bois. Je fais un peu de menuiserie, mais on s'entend que j'en fais pas tous les jours, donc quelqu'un qui en fait plus régulièrement, il fait des angles plus droits. Ouais, mais pour la partie programmation électronique, en général, je design moi-même, puis je délègue quand c'est vraiment des trucs particuliers, là. Donc ce soir, tu présentes la performance Autopsy Glass, qui là aussi a dû nécessiter de se confronter à des erreurs et à des échecs pour pouvoir avancer un peu dans le processus de création essai-erreur qui est un peu un processus classique dans la création artistique. Je pense que quand j'ai commencé à penser à cette performance, j'avais une idée assez claire de l'ambiance que je voulais créer, mais au niveau du dispositif exactement, je ne savais pas trop par où commencer. J'avais une idée de base d'avoir une source lumineuse sous le verre, mais encore là, c'est comment la diffusion de la lumière va se faire, combien de verres je vais avoir. Donc, je pense que j'ai fait à peu près 4 versions différentes. Puis même, j'aimerais ça encore changer des choses si j'ai le temps. Mais la version que vous allez voir ce soir, c'est une version que j'avais travaillée surtout à la Boral en Espagne. Puis ouais, c'est la dernière version. Est-ce que la relation en tant qu'artiste à l'échec ou à l'erreur, elle est toujours douloureuse ou au contraire, elle peut être salvatrice? Difficile à dire. Ben, je veux dire, on ne sait pas si on ne sait pas, donc ouais, parfois on est moins... Oui, c'est un peu le coup des Shadocks, quoi. Ouais, tu sais, pour l'installation avec des vinyles, ça ressemble pas exactement à ce que je m'attendais, mais en même temps, il y a vraiment du potentiel pour travailler autre chose. Donc là, j'aimerais ça, mettons, avoir une résidence en ce moment pour 2 semaines pour tu sais, retravailler en fonction de qu'est-ce que ça a donné, puis vraiment aller chercher des particularités. Donc, ouais. C'est rare que j'ai jeté quelque chose complètement à la poubelle, là. Je pense qu'il y a toujours possibilité de réadapter ou comme trouver un moyen que ça fonctionne. Ouais. Après, peut-être que c'est une question que je vous poserai aussi au fur et à mesure à chacun d'entre vous. Est-ce qu'on peut anticiper une erreur? Est-ce que quand on commence un projet, une création, est-ce qu'à un moment donné, on se dit j'y vais, mais je sais que là, ça se présente pas bien, quoi? Ben ça fait partie de l'expérience aussi. Je veux dire, plus on en fait, plus on connaît différents programmes, comment telle ou telle chose fonctionne. Fait que nécessairement, on a une meilleure idée de qu'est-ce qui pourrait clocher. Mais en même temps, c'est un peu... C'est la balance entre essayer des trucs nouveaux, puis essayer de se remettre, se donner un défi, puis essayer ou plutôt utiliser les compétences qu'on a déjà, puis essayer de les travailler plus. Moi, je pense que j'aime bien essayer des trucs complètement nouveaux sans savoir trop si ça va fonctionner ou pas, parfois. Mais... Donc c'est presque savoir qu'en commençant qu'il y a des chances que ça ne fonctionne pas au début, mais que ça finira par fonctionner. Charlotte Truchet, donc, de par ton expérience à l'IRCAM, il y a aussi peut-être que tu as appris en effet que dans la relation entre artistes, chercheurs, scientifiques et ingénieurs, on est quasiment sûr que ça ne va pas marcher en fait. On est sûr de beaucoup de choses, notamment que ça ne va pas marcher. Ouais. Oui, alors en fait, j'ai fait ma thèse en tant qu'informaticienne, mais en collaborant avec des compositeurs contemporains, plusieurs. Et effectivement, alors en tant qu'informaticienne, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'erreur 404, les erreurs en informatique, elles sont codées, on essaye de les anticiper, de les corriger automatiquement même d'ailleurs. Donc c'est quelque chose, c'est vrai ou c'est faux. Et en travaillant avec des compositeurs contemporains, je me suis rendu compte qu'on rajoutait un cran dans cette histoire, puisque on est dans une relation à 3 parties. Il y a l'ordinateur qui fait ses calculs, bon, il les fait, point. L'informaticien qui peut se tromper en programmant l'ordinateur, c'est une source d'erreur classique, c'est ce qu'on appelle des bugs. Mais il y a aussi le cran suivant, qui est la relation entre l'informaticien qui modélise le problème et celui qui veut le résoudre, c'est-à-dire pour moi c'était les compositeurs contemporains. Et j'ai une anecdote qui est assez révélatrice. À cette époque-là, je travaillais avec un compositeur qui s'appelait Mauro Lanza et qui m'avait décrit un problème. Il voulait un problème, c'était un problème sur le rythme. Il voulait une forme de rythme particulière. Bref, il m'explique son problème. Je pense l'avoir à peu près compris. On travaille un petit moment dessus. Je fais un programme qui résout son problème. J'étais contente. Je lui montre le programme et il me dit « Ah bah c'est pas mal ton truc. 9 fois sur 10, ça me donne une bonne réponse. » Je lui dis, tu te moques de moi. 10 fois sur 10, ça donne une bonne réponse. On a le problème, on le résout, point. Et ce qui était complètement idiot de ma part, il m'a regardé comme si j'étais débile. Effectivement, c'était une remarque débile.
Parce que lui, ce qu'il voulait, il avait formalisé une partie de son problème, mais ce qu'il voulait, c'était intégrer son rythme dans sa composition. Donc il fallait que le rythme, évidemment, lui plaise. Et c'était ça son critère. C'était pas juste de résoudre le problème qu'il m'avait posé. Donc la notion d'erreur là-dessus, elle était vraiment un cran plus loin. Elle était sur le fait que lui, dans sa pratique, moi je suis pas artiste, hein, donc je constate, j'ai cru comprendre que dans sa pratique artistique, il avait une vision de ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. C'était ça son seul critère de jugement. Il arrivait à en formaliser une partie et à me l'expliquer de façon calculable. Donc il y avait une partie du problème qui était calculable, mais au final, son seul et unique critère de jugement, c'était si ça lui plaisait ou pas. C'était probablement non formalisable, on peut espérer. Oui, parce que en fait, la machine, elle se trompe jamais. La machine elle-même se trompe quasiment jamais. C'est-à-dire qu'elle fait un calcul tel qu'on lui a demandé, on lui envoie un calcul, elle le fait, point. Alors elle peut se tromper si on met un aimant sur la mémoire ou ce genre de truc, mais c'est a priori très rare. Ce qui se produit en revanche beaucoup, alors c'est le deuxième cran, si on enlève le compositeur, c'est le cran entre l'informaticien ou le programmeur et la machine, c'est que nous, en programmant la machine, on se trompe. Et ça, on a des résultats théoriques qui montrent que, enfin qui disent depuis très très longtemps, on sait qu'il est impossible de faire une machine qui trouve toutes les erreurs dans un programme, à condition d'être dans un langage raisonnable. Donc de toute façon, on n'a pas de méthode automatique qui promettent des programmes justes. Alors c'est tout un champ de recherche, hein. Je résume en 3 mots, un champ de recherche entier qui s'appelle la vérification de programme. Alors il y a des méthodes partielles, il y a des méthodes qui permettent de récupérer les erreurs au moment où elles se produisent pour éviter Ariane 5, la fusée qui avait explosé pour un bug. Ça y est, il y a Olivier qui commence à... Il y a des méthodes comme ça, mais... Ah. Ah bah oui, ça c'est the exemple de l'informatique. Donc ça, c'est des bugs, mais c'est des bugs qui sont dus à des erreurs de programmation a priori au départ. La machine, elle est déterministe, elle n'invente pas de comportement a priori. Olivier, c'est un peu de ça dont j'ai envie que tu parles, que tu introduises en fait cette notion à partir de du domaine qui t'intéresse particulièrement, qui est celui des algorithmes, parce que finalement l'algorithme c'est un peu la production de l'erreur. Oui, alors enfin, disons que moi, ce qui m'intéresse, donc moi, je suis pas informaticien, donc je regarde ça, je regarde le fonctionnement des systèmes techniques du côté des usagers, parce que ça produit en sortie, puis après, j'essaye de remonter la chaîne pour voir si bug il y a eu, à quel moment il s'est produit et qui en est responsable. Et moi, ce qui m'intéresse justement, c'est à partir du moment où il y a des erreurs qui sont générées, qui sont produites, qui ont un impact sur nos comportements, nos vies, etc., d'essayer de comprendre d'où ça vient. Et par exemple, récemment, vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup, dans un climat assez anxiogène, malheureusement, des outils qui permettent de surveiller, de détecter d'éventuels attentats terroristes, voire de détecter un petit peu en amont, comme dans Minority Report, presque des gens qui seraient susceptibles de passer à l'acte en termes de terrorisme. Et donc il y a des algorithmes qui existent, qui fonctionnent, qu'on fait tourner, et qui ont pour but d'essayer de détecter ce type de comportement. Et récemment, il y a eu un article qui a été publié dans une revue dont j'oublie le nom, mais enfin je vous retrouverai ça si nécessaire. Et le titre de cet article, c'était 100 000 faux positifs pour un vrai terroriste. Pourquoi les algorithmes de détection de la menace terroriste ne marchent pas. C'est-à-dire qu'on est arrivé à mettre en place des systèmes techniques, des systèmes informatiques qui, oui, sont capables d'identifier un individu qui va avoir un comportement terroriste sur la base d'un certain nombre de critères. Mais pour parvenir à identifier cet individu, le pacte, pas avec le diable, mais en tout cas le pacte avec l'erreur, c'est d'accepter que pour un résultat juste, il y ait 100 000 résultats faux à côté, ce qu'on appelle des faux positifs. Et alors, il y a des domaines où c'est pas très grave, quand on est sur de la simple itération, et que, bon, voilà, non, c'est pas très grave, mais c'est un petit peu dommage si quand on fabrique des pièces, par exemple, qu'il y en ait 100 000 qui ne soient pas bonnes pour une qui fonctionne, mais à la rigueur, pourquoi pas. Mais quand on est sur des logiques comme ça, sur des questions qui sociétalement posent question, à minima, donc sur la détection du terrorisme, sur des voitures autonomes aussi, sur des choses comme ça, là, on a un vrai souci. Et là, il faut essayer de réfléchir. Du coup, est-ce que sociétalement, on est prêt à accepter de se tromper 100 000 fois pour
identifier éventuellement un individu qui serait capable de passer à l'acte. Si oui, est-ce que sociétalement, ça ne ressemble pas à un truc qui commence à s'appeler un petit peu une dictature ou une dystopie, où on est tous, finalement, quelque part, potentiellement coupables par défaut. Et si on décide que tous dans cette salle, vous êtes par défaut potentiellement coupables, inévitablement, il y a peut-être un moment où vous aurez piqué une fraise tagada ou un journal. Enfin voilà. Donc cette question des faux positifs, elle est problématique. Charlotte, par rapport à ce que vient de dire Olivier, peut-être que tu voulais rebondir autour de la question des algorithmes et de la relation qu'on peut avoir avec eux dans cette question de la faillibilité. Oui, mais je suis essentiellement d'accord. Mon point de vue d'informaticienne, bon, je ne travaille pas sur des algorithmes de détection et je ne le ferai pas, mais mon point de vue d'informaticienne, c'est que d'abord, il faut bien voir, on a tendance à se reposer sur la machine par méconnaissance souvent. Et à dire c'est l'algorithme qui fait ci, c'est l'algorithme qui fait ça. Alors je prends un exemple un peu polémique, forcément, mais parce qu'il est dans l'actualité, c'est APB. On dit c'est la faute d'APB si j'ai pas de place à l'université. C'est la faute, ce salopard d'algorithme a inventé un truc qui m'empêche. Et c'est vrai d'un certain point de vue, puisque c'est effectivement APB qui n'attribue pas les places à tout le monde à l'université. Mais après, le point de vue de l'informaticien, c'est de dire attendez, APB c'est un algorithme c'est quelque chose qui a été fait par des gens. Par nous, moi j'en fais de temps en temps, par des informaticiens. Un algorithme, c'est quelque chose de très simple, c'est une méthode de calcul automatisable. C'est ni plus ni moins que ça, et un même algorithme peut trouver des applications dans des domaines complètement différents. Donc dans mon domaine, j'avais réfléchi à un exemple, on va trouver quasiment le même algorithme sur des données différentes, qui peuvent être appliquées au calcul de routes pour évacuer des zones sinistrées en cas de catastrophe naturelle. Donc là, c'est clairement une bonne utilisation. Le même algorithme peut être utilisé au calcul optimal de planification de temps de travail pour des compagnies aériennes. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise utilisation, mais on peut le voir plutôt comme une mauvaise utilisation. Il peut être aussi appliqué à la planification des plages de pub à la télé. Le même algorithme. Alors là, clairement, c'est une utilisation commerciale, on peut en penser du bien ou du mal, mais enfin, c'est pas tout à fait le même but que d'évacuer des zones sinistrées. Et il peut être utilisé en composition musicale, comme je l'ai fait pendant ma thèse. Donc derrière, c'est la même méthode. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas l'algorithme ou c'est pas la machine qui a inventé. Donc si on revient à APB, c'est pas la machine qui a inventé qu'il fallait pas caser les gens à l'université. Le problème est derrière, dans le fait que premièrement, on n'a pas assez de place pour accueillir tout le monde à l'université, et que deuxièmement, on a choisi une méthode qui est ce qu'elle est pour répartir les places avec cette histoire de préférence et puis dans certains cas de tirage aléatoire. C'est un choix. Il y a des gens qui ont fait ce choix. L'algorithme, il exécute ce choix, mais lui-même n'est pas responsable. Et je pense que c'est important. Enfin, nous, notre combat en tant qu'informaticien, c'est aussi pour ça que, personnellement, je participe à un blog de vulgarisation, c'est de dire attention, quand on parle d'algorithme, c'est pas la machine qui a inventé. C'est un peu facile de se défausser sur la machine. Ce qui est important, c'est qui a choisi d'utiliser cette machine dans ce contexte pour ce but-là. Ça, c'est important. Et là, il y a une notion de responsabilité qui est à réfléchir et à questionner. Olivier. Oui, Olivier, puis Myriam, après, qui voulait rebondir. Mais vas-y, Olivier, vas-y. Oui, c'était juste pour compléter ce que disait Charlotte, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle Laurence Lessig, qui est professeur de droit célèbre et qui a notamment inventé les licences Creative Commons et qui, au début des années 2000, a publié un article qui s'appelait Code is Law, qui est aussi assez connu. Et dans cet article, en fait, il y a tout ça. C'est-à-dire que ce que dit Lessig, c'est on va, à horizon de 20-30 ans, vers une société qui sera... où le code informatique sera dominant dans tout un tas de secteurs, la médecine, l'éducation, la santé, etc. Et donc, il dit on va dans une société où des décisions importantes, parfois vitales, vont être prises par du code informatique. Et la bonne question à se poser, disait-il, en 2000, c'est, donc il y a 17 ans quand même déjà, Google avait 2 ans en 2000, pour remettre à l'échelle. La bonne question à se poser, c'est les gens qui programment ces logiciels, ces bouts de code informatique qui vont prendre des décisions, les gens qui les programment, c'est quoi leur valeur? Ils pensent quoi? Ils programment un logiciel pour faire quoi, en fonction de quelle stratégie? Et il disait, si on est incapable, pour faire simple,
de former les informaticiens à des questions d'éthique, à des questions juridiques, à des questions sociétales, on va se retrouver avec des gens qui vont être super efficaces pour produire du code, mais sans se soucier ou sans avoir conscience que ce code-là, il peut être utilisé pour évacuer des zones sinistrées ou pour faire bosser davantage les gens à la chaîne. Voilà. Donc la question de l'éthique, des valeurs, de la transmission, un algorithme, il ne transmet pas que de l'information. Derrière, il y a toujours des gens qui le programment et donc il y a toujours au moins une projection d'une chaîne de valeur. Myriam, tu voulais rebondir sur ce qui était dit par Charlotte? Oui, je trouvais ça juste intéressant de faire le pont vers le monde peut-être plus artistique, quand tu parlais aussi de la collaboration avec un artiste, puis de voir comment tu avais presque une responsabilité en tant que... La personne qui écrit l'algorithme finit par avoir une responsabilité dans la production artistique. Puis c'est peut-être en ce sens-là que je suis toujours un peu réticente à travailler avec d'autres gens, parce que si on fait de l'art numérique, en quelque part, le matériau de l'œuvre se trouve aussi dans le code ou dans la façon de réfléchir, la manière dont on va le faire finit par transparaître. Fait que, à moins que j'ai totalement conceptualisé quelque chose puis que dans le fond je communique du pseudo-code avec la personne qui va écrire le programme, ben nécessairement sa vision va finir par transparaître. Fait que là, ça finit à être plus par un collaborateur qu'un technicien. Puis souvent, j'ai trouvé que c'était ce problème-là. Ou sinon, il y a des artistes qui vont demander à des techniciens ou à des programmeurs de faire quelque chose qui est comme une partie du travail artistique. Là. On a souvent l'impression que l'ordinateur peut en faire beaucoup plus qu'il peut en faire. Julien, c'est, je suppose, quelque chose sur lequel tu peux rebondir par rapport à ta propre pratique artistique à toi. Comme je disais au début, tu as plusieurs casquettes, mais peut-être rentrer dans la discussion à partir de ça, non pas se prévaloir, mais faire en sorte de ne pas se confronter à l'erreur, l'échec ou peut-être l'impasse en étant soi-même totalement autonome sur la question du code quand on est un artiste. Là maintenant, tout ça là, faut que je réponde à tout ça. Alors non, si du tu coup, veux, non, je voulais juste, sinon tu les notes et si, puis si, on répondra en parle. plus tard, comme tu veux. Du coup, j'ai pas trop suivi APB, là, je voulais juste revenir dessus. Ah oui. Mais ce que j'avais compris, c'est que les étudiants rouspétaient parce qu'on n'avait pas accès au code de l'algorithme. Ah oui. Et que du coup, ça augmentait le côté obscur de la chose. C'est-à-dire, on ne savait pas quels étaient les critères, si c'était parce que tu es grand ou petit ou pas de cheveux, ou chauve, voilà, qu'on te met dans telle université. Ce qui est un critère. Et du coup, c'est la question du code source et de l'accès au code qui est intéressante. Par rapport à ta question, moi, ce que je me disais en t'écoutant tout à l'heure, c'est que forcément, il y a une intention artistique au départ, hein, donc il y a une idée de faire quelque chose. Et du coup, ça croise avec ce qu'on développe à Ping sur les Fab Labs. Les gens veulent produire quelque chose, inventer quelque chose. Et est-ce que, du coup, la finalité, c'est que ce qui a été tenté ait lieu, ou est-ce que c'est le fait de le faire, justement, qui a lieu? Donc ça, c'est toute une question très, très compliquée dans les pratiques numériques et artistiques, où bien des artistes sont plus attachés à leur process et à leur démarche que à la finalité, même si c'est toujours intéressant de voir un projet fini, mais à chaque fois l'artiste dit de toute façon c'est un projet en cours, c'est qu'une première version, vous inquiétez pas. J'irai après vers des choses encore mieux. Donc il y a ce premier point hein, de comment on montre des travaux artistiques qu'il y a un code et qui n'est pas forcément montrable. L'autre truc c'était de dire aussi peut-être que il faut toujours faire un peu mieux aussi, donc les artistes ont tendance peut-être aussi à s'immerger dans un toujours plus, toujours mieux, enfin l'innovation technologique aussi, donc qui peut-être peut desservir des fois des projets artistiques, hein, quelques-uns en tout cas. Et puis après sur le lien avec le fait qu'il y a du versionning aussi dans l'informatique, toujours on doit réaméliorer un projet. Du coup, c'est des choses qui sont un peu compliquées aussi à percevoir de l'extérieur quand on n'a jamais fait de code hein, et qu'on ne comprend pas justement cette démarche-là. Voilà pour la première réponse. Mais justement, j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais concernant les artistes dans leur relation au numérique et aux nouvelles technologies, peut-être dans une espèce de montée en puissance, d'essayer toujours d'aller du côté de l'innovation et qui peut-être finalement amène dans des formes d'impasse par rapport à la question de la finalité d'une œuvre ou d'un projet justement abouti qui permet
d'être présentés. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui est assez présent dans le champ de la relation art et technologie. Alors oui, c'est vrai qu'il y a aussi, c'est compliqué de parler des artistes de manière globale aussi, parce Oui, que tout à forcément fait, on les oui, c'est englobe vrai, dans oui, un, oui, enfin, c'est c'est vrai. compliqué. Mais il y a aussi un courant artistique plutôt autour de ce qu'on appelle la disnovation, qui Oui. est une manière de montrer le bug de l'informatique, le bug des technologies, la perversité de l'innovation, le lien avec le grand capital, qui donne des projets artistiques très intéressants. Alors, du coup, le seul exemple que j'ai qui me vient en tête, Oui. j'ai oublié le nom de l'artiste, donc c'est cool. Ah. Je crois que c'est un script Amazon où tu t'inscris et du coup tu estimes que de manière aléatoire il va t'acheter un cadeau mais complètement au hasard sur Amazon. Donc tu reçois une chaussure et après il y a un algorithme qui va chercher autre chose. Donc le mois d'après tu reçois je sais pas un livre. Du coup c'est un projet artistique qui est basé sur dont l'objet était quand même de critiquer ou de parler de l'algorithme d'Amazon qui te fait des propositions. Donc c'est vrai que c'est pas évident non plus à montrer ce genre de pratique et c'est vrai que ce que je disais là sur le côté d'innovation, il y a aussi un petit côté comment dire de manière gentille, pas forcément vouloir mettre en place un dispositif technique qui vient montrer une technologie qui est encore du jamais vu, qui a jamais été utilisée. On s'en devient un peu démonstrateur de logiciels, de matériel. Donc ça c'est aussi une part un peu réflexive que doivent se poser les artistes dans leur pratique. Et tu évoquais la question des Fab Labs. En fait, vous animez un Fab Lab, le Plateforme C, un magnifique Fab Lab sur l'île de Nantes. Et justement, les Fab Labs, tu as commencé à en parler, mais j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin sur cette question du lieu dans lequel, en fait, le processus essai-erreur, en fait, fait partie d'un quotidien toujours renouvelé. C'est vraiment l'endroit dans lequel l'échec, l'erreur se déploie et c'est bien. Du coup, tu me demandais si c'était vraiment le lieu de l'erreur, les Fab Labs. C'est vrai qu'on fait tout pour que ça marche pas. On est sous Linux, il fait froid. En plus. On est embêté par d'autres personnes qui font d'autres choses à côté, donc Ouais. t'es jamais tranquille. Donc c'est vrai qu'on fait tout ça, et ça marche plutôt pas mal. Donc les artistes qui ont des vrais projets, ils viennent plus du tout parce que non, c'est pas vrai. Parce que ça dépend de la finalité en fait et des critères de ce qu'on estime être un projet ou une activité réussie. Et le but d'un Fab Lab, c'est quand même plutôt que des gens se croisent. Donc c'est basé sur le fait qu'il y ait des croisements improbables. Donc la semaine dernière, il y a des gens qui répétaient à Trampolino, là, 2 jeunes. Ils sont venus au Fab Lab pour s'inscrire, pour faire une petite planche à bois, je sais pas quoi. Et du coup, on faisait un atelier de live coding à côté. Et du coup, ils ont trouvé ça intéressant, donc ils vont s'inscrire là-dessus. Donc c'est plutôt favoriser comme ça les croisements et éviter que les gens restent derrière leur ordi chez eux. Et puis un autre point important, c'est qu'on est aussi un lieu, je ne vais pas parler au nom de tous les Fab Labs, mais en tout cas, Résonance, je sais que ça arrive aussi pas mal chez vous, de déformation un petit peu. Donc on a beaucoup d'étudiants qui ont fait l'école des beaux-arts et qui viennent, qui ne veulent pas être artistes, d'étudiants qui ont fait l'école d'archi et qui ne veulent surtout pas être architectes. Donc des gens qui ont fait des cursus plutôt universitaires et qui cherchent une voie qui ne correspond pas forcément à laquelle ils ont été, sur laquelle leurs parents les ont mis. Donc c'est un lieu aussi de déformation qu'il faut un peu assumer aussi, je pense. Et puis c'est un lieu de réparation, donc ça c'est vraiment un gros sujet comment dire d'actualité. On répare beaucoup de choses. Et on vient pas forcément partir de zéro, donc réparer des choses qui sont cassées, c'est aussi une manière de faire aussi un projet de A à Z et puis de le définir et puis de savoir s'arrêter. Et après, on demande aux gens de beaucoup raconter ce qu'ils font. Et donc j'avais pas mal d'exemples d'adhérents, mais j'en ai retenu surtout un. C'est un couple. Je crois qu'elle est ostéo et lui doit être artisan. Et en fait, ils ont décidé de faire un distributeur de croquettes automatique parce qu'ils adorent leur chat qui s'appelle Bromure. Et quand ils partent en vacances, ils voudraient bien que le chat mange ses croquettes. Et donc du coup, ça fait à peu près 2 ans que ça dure. Ils ont fait 3 prototypes vraiment conséquents. Le premier vraiment basé sur l'impression 3D. Donc ils ont appris à coder, à faire des objets en 3D en code. Tous les deux en amoureux. Ils l'ont imprimé, ça a mis 13 heures à imprimer, donc c'est un peu long. Donc ils se sont dit on va acheter une imprimante 3D. Finalement, ça ne l'a pas fait, l'imprimante 3D. Ils se sont dit on va faire de l'électronique avec pouvoir envoyer par texto un petit SMS pour que, poum, le truc se déclenche, puis que c'est une croquette qui tombe. Et tout ça est relaté en fait, et on voit bien que leur projet, c'est pas forcément de monter une start-up avec leur truc automatique de croquettes, mais potentiellement, quand même, en 2 ans, ils ont appris un
max de code, et toi, ils se sont mis à l'informatique et puis à ces choses-là. Donc c'est plutôt ça, les activités standards, on va dire, classiques. Je vais devoir Myriam, vous il faut que tu quitter. y ailles. Oui, je vais juste conclure, puis je voulais pas m'en aller au milieu de ta phrase. Donc, vous pouvez venir à la performance tout à l'heure. À 20h donc, hein, non pas à 19h. Merci Myriam et à tout à l'heure. Donc Olivier, pour venir sur cette question de la faillibilité, de l'infaillibilité, Julien parlait de la question des croisements qu'on retrouvait dans les Fab Labs. Justement, les algorithmes empêchent d'une certaine manière une certaine forme de croisement, mais du coup amènent à prendre d'autres décisions. Et de fait, ça entraîne la question de la responsabilité quand on délègue de plus en plus à des algorithmes les décisions à prendre, quelles qu'elles soient, au fur et à mesure, que ce soit sur des questions très quotidiennes et anodines ou des choses beaucoup plus graves, si on parle de voitures sans chauffeur, par exemple. Oui, pardon, j'étais en train de chercher ce que je devais raconter. Pourtant, on a bien préparé. Oui, tout à fait. Oui, il y a une question qui est celle Charlotte l'a évoqué tout à l'heure, qui est celle du déterminisme algorithmique. C'est-à-dire qu'en gros, un algorithme n'est pas supposé faire d'erreur ou produire de l'erreur, mais il est là pour itérer reproduire un certain nombre d'opérations, et à un moment donné, c'est comme les tracés en spirale, là, si on reproduit de l'erreur, ça fait des plus grosses erreurs, et puis ça finit par faire des grosses catastrophes. Et il y a une autre question qui est liée aussi à la gestion de l'erreur, c'est celle de la chaîne de responsabilité. C'est-à-dire quand on prend déjà un algorithme, c'est compliqué de savoir quand on le démonte, qu'on fait de la rétro-ingénierie, de remonter jusqu'au programmeur et de voir si éventuellement il votait pas un petit peu trop à gauche et il n'a pas mis des valeurs de gauche politique dans son algorithme ou inversement. Mais quand on prend plein d'algorithmes, plein de systèmes techniques, qu'on les mixe tous ensemble et qui sont là, par exemple, pour piloter ou pour donner une expérience de conduite dans le cadre des voitures autonomes, se pose une question. Une voiture autonome, donc j'ai un algorithme, c'est le GPS, il me dit où c'est que je vais. J'ai un autre algorithme qui est l'algorithme de conduite de la voiture, qui dit à quel moment elle doit ralentir, accélérer, etc. J'ai un troisième algorithme qui est un algorithme de contrôle en temps réel du trafic, de la circulation, pour essayer de voir comment je m'y insère. Et bref, il y en a tout un tas comme ça, et à un moment donné, si la voiture elle prend un mur ou si elle percute un piéton, puisque moi j'ai rien fait, je suis juste assis, je lis un bouquin dans ma voiture autonome, c'est la faute à qui ? Ou c'est la faute de qui, en bon français? Qui c'est qui est responsable en cas d'accident? À partir du moment où c'est uniquement des algorithmes, une chaîne de responsabilité en cascade qui a abouti sur cet accident. Et ce n'est pas une question du tout science-fiction ou triviale, puisqu'il y a des compagnies d'assurance qui commencent à réfléchir de très près à tout ça, parce que les voitures autonomes, alors là on parle de voitures pour l'instant semi-autonomes, mais enfin les voitures complètement autonomes, elles arrivent progressivement. Et du coup, il y a une espèce de dilution de la chaîne de responsabilité. Plus on empile des systèmes techniques les uns avec les autres, plus on augmente potentiellement le risque d'une erreur, et plus c'est compliqué de retrouver qui a fait l'erreur et surtout qui est responsable au final. On ne sait plus si c'est le GPS qui a planté, on ne sait pas si c'est le logiciel de la voiture qui était mal programmé, etc. etc. Donc ça, cette dilution de la chaîne de responsabilité, elle est problématique. Elle est problématique avec l'exemple des voitures autonomes, mais elle est problématique aussi avec des systèmes de gestion d'urgence dans les hôpitaux, elle est problématique avec où vous pouvez avoir des familles qui vont vous dire je ne comprends pas, malheureusement quelqu'un de ma famille est décédé, il n'a pas été traité en priorité alors qu'il était peut-être prioritaire par rapport à un autre. Donc bref, tout ça pour dire que moi les systèmes techniques infaillibles, philosophiquement, techniquement et intellectuellement, je n'y crois pas, mais ce qui est important, c'est de toujours se garder la possibilité de soulever le capot et d'auditer ces algorithmes. Il y a une dame qui s'appelle Cathy O'Neill qui est spécialiste, qui est informaticienne spécialiste du big data, qui a publié un bouquin qui a pas mal fait parler, qui s'appelle Weapons of Math Destruction, avec un jeu de mots sur les armes de destruction massive et armes de destruction matheuses ou mathématiques, où elle explique qu'en fait,
Qu'un algorithme se trompe, c'est pas grave. Qu'APB soit codé au début avec les pieds, à la rigueur, pourquoi pas. Après, on ouvre le code et on essaye de produire un code plus sain. Mais il faut des gens qui soient capables, à un moment donné, de comprendre comment ça marche, de dire stop, on ouvre, on regarde, on vérifie qu'il n'y a pas des biais. Elle a beaucoup travaillé avec les systèmes bancaires, notamment aux États-Unis, qui permettent de faire de l'attribution automatique de crédit à des gens. Et elle s'est aperçue d'un truc dont on s'aperçoit aussi dans la vraie vie, c'est que, pour paraphraser Coluche, si tu es blanc, CSP++, que tu as 40 ans et que tu travailles dans la Silicon Valley, tu as plus de chances d'obtenir un prêt bancaire que si tu es petit, noir, au chômage ou latino, etc. Mais sauf qu'elle s'est aperçue que dans ces algorithmes d'attribution automatique de crédit, ces biais racistes, entre guillemets, ils étaient présents. Et que donc, ils reproduisaient à plus grande échelle des inégalités que dans la société, normalement, on essaye d'éviter ou de corriger ou de combler pour pas que ça parte complètement en cacahuète. Et donc, elle dit, il faut qu'on se dote de gens, d'une espèce de corps intermédiaire qui soit un petit peu informaticien, un petit peu philosophe de la technique peut-être, un petit peu juriste, et qui soit capable de vérifier que tout se passe bien. Que jamais on se retrouve dans la situation qui est de faire confiance à quelqu'un qui va nous dire l'algorithme marche bien, mais surtout, je t'interdis de mettre les mains dans le code et de regarder et de tester pour voir si ça marche bien. Charlotte. Oui, je pense que tu auras aussi des choses à dire sur la transparence, mais je peux commencer. Alors, effectivement, c'est tout à fait vrai et absolument indispensable. Cette idée de transparence. Dans le cas, si on revient sur APB, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, premièrement, l'algorithme n'a pas été publié. Et dans un deuxième temps, donc on ne savait pas quels étaient les critères d'attribution des places, etc. Et dans un deuxième temps, il était publié, mais sous un format à peu près inexploitable, mal en gros, quoi, qui permettait pas ou difficilement de savoir exactement ce qu'il faisait. Même si l'algorithme, on le connaissait peu ou prou, parce que c'est pas un algorithme très compliqué. Mais la question, c'était... alors en plus, il y a les deux crans. Il y a la question de l'algorithme et la question du programme. C'est-à-dire comment est-ce qu'il a été codé sur machine. Encore une fois, un même algorithme, la plupart sont connus. L'algo d'APB, il n'a rien de ni difficile, ni miraculeux. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir comment il est programmé en pratique. Et sur quels critères, par exemple, parce que c'est critères de cheveux, de taille, de couleur de peau. Et donc voilà, ça m'amène à deux remarques. Il y a la question de la responsabilité, où là c'est vraiment une histoire, c'est l'affaire de tout le monde. Je ne crois pas forcément à un corps intermédiaire de spécialistes qui déciderait pour tout. Je pense vraiment que on a besoin nous informaticiens, on a besoin de mieux communiquer, d'expliquer que c'est pas magique, d'expliquer qu'il y a des choix derrière, des choix politiques, des choix de société. Et le grand public aussi doit absolument se poser ces questions, se les approprier, pour ne pas se tromper de cible, parce que c'est facile de râler sur un algorithme, mais ça ne changera rien, jamais. Et la deuxième question, mais là je vais peut-être passer la parole plus à Julien, c'est la question de la transparence. C'est aussi indispensable dès que les applications sont un peu critiques en un sens quelconque, un minimum critique, il est absolument indispensable que l'algorithme soit public. Et le code avec, c'est-à-dire qu'on est affaire à des logiciels dits libres, où on peut avoir accès au code. Si on est informaticien, à le comprendre. Si on n'est pas informaticien, on se repose sur toute une communauté d'informaticiens qui vont représenter naturellement différentes sensibilités politiques, couleur de peau, âge, sexe, peu importe, et qu'ils puissent analyser ce code et dire c'est exactement ce qu'il fait, et si oui ou non il est conforme à ce qui était attendu, puisque la question de ce qui est attendu, elle vient non seulement de l'algorithme, mais aussi du programme derrière. Et là, je pense que tu vas rebondir, puisque c'est aussi le sens de votre association. Oui, oui, c'est compliqué. Non, je me disais que en fait, le problème, c'est que quand elle parlait de son installation tout à l'heure, ou moi je parlais du distributeur de croquettes, on parle d'une machine qu'on voit devant nous qui est assez simple à palper et à rendre, à maîtriser. Alors que là, on parle plutôt d'une machine, une grosse machine qui serait plutôt l'Internet avec des algorithmes qui est assez flou. En fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un ordinateur, plusieurs ordinateurs? Donc il y a le côté aussi, le lien à la machine qui devient un peu plus complexe. C'est tout ce que je me suis dit. Mais du coup, par rapport à la question, pour un peu aussi rezoomer sur la question de l'erreur et de notre relation et à la façon dont on réagit peut-être quand on y est confronté, qu'on doive la subir par rapport
à la question des algorithmes ou que ça soit par rapport à une erreur qu'on a fait soi-même. Charlotte évoquait la question des critères. C'est quelque chose quand on travaille dans le monde artistique et culturel auquel on est confronté. Et du coup, c'est aussi, ça rejoint aussi par rapport à la question de la responsabilité, l'évaluation qu'on fait soi-même de la question de est-ce que ce qu'on a fait c'est réussi ou c'est raté. Mais c'est difficile cette évaluation, elle va être toujours teintée de finalement de ce qu'on imagine, de ce que les autres vont penser de notre réussite ou de notre ratage. Bah, c'est vrai que c'est assez compliqué cette question de projet réussi, Mais projet j'ai pas que réussi. des questions compliquées. Ouais, je vois bien. Et c'est vrai que quand on travaille avec des étudiants, par exemple, et qu'on leur montre que la majeure partie des innovations, des inventions ont été faites par hasard, du coup, on ne peut pas, nous, d'un autre côté, dire ça, et de l'autre côté, de leur dire, bah, essayez de bien respecter le cahier des charges que vous avez produit pour faire un projet qui est bien. Puisqu'il faudrait plutôt favoriser le hasard et les laisser flâner pour inventer comme... je ne sais plus exactement l'histoire du post-it, mais je crois que c'est tout un roman extraordinaire sur cette invention incroyable. Donc du coup, c'est ça, non, la question à peu près? J'aimerais bien que ça soit être un petit peu plus précis parce que en fait, en regardant bien et en connaissant un peu le projet de Ping, moi j'ai l'impression que ça soit par rapport à des questions justement art, technologie, sociale, culturelle, que Ping c'est un peu la petite fabrique du droit à l'erreur. Alors, tu veux dire que les gens qui viennent sont contents de pouvoir avoir le droit de faire des erreurs? Peut-être que oui. Peut-être que. Alors, je vais montrer des photos. Comme ça, je vais retrouver. Y compris dans la question des projets artistiques aussi, dans une approche où finalement. Peut-être que c'est pas forcément nécessaire. Finalement, est-ce qu'un projet artistique a forcément besoin d'être réussi? Oui, non, pas forcément. Alors c'est vrai qu'on prend beaucoup exemple sur Labo Média, qui est ici présent, qui est assez fort sur la création d'œuvres d'art numérique majeures. Donc j'en ai ramené une ici, je vais vous la présenter après, qui est dans ma casquette. Et cette semaine, sur leur blog, il y avait marqué mieux vaut être optimiste et se planter que pessimiste et réussir. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de réflexion. Moi, je suis plutôt d'accord, à peu près, en général. Et moi, ce qu'on peut constater aussi, c'est que les créations ou les gens qui sont dans des processus un peu de démonstration comme ça, ils sont plutôt dans une idée de faire des performances finalement que de réaliser un objet fini qui après est commercialisable ou vendable ou packageable ou qu'on peut reproduire à plusieurs échelles. Et c'est vrai que la particularité, en tout cas, des Fab Labs et de celui qu'on anime, c'est de permettre à des gens de faire un objet, donc pas, quelque chose en unique en général, une petite production. Donc il n'y a pas cette idée de réussite non plus. En général, c'est pour chez eux ou dans le cadre d'un projet artistique, donc c'est pour l'exposer. Donc il y a juste un exemplaire. Donc il n'y a pas de retour d'évaluation sur ce qui a été produit. Dans la mesure où l'objectif premier de ces lieux-là, c'est de documenter, que les gens laissent des traces sur ce qu'ils ont réalisé. Donc ça croise si on avait eu, je sais pas, un groupe d'étudiants de Centrale qui était venu pour faire le code de APB, je sais pas, un mois avant. Et du coup, on aurait eu le code documenté sur notre site. Donc ils auraient pu après faire leur projet de sélection, mais au moins on aurait pu dire regardez comment est le code. Donc l'évaluation, en tout cas pour nous, elle se base sur le fait que les gens puissent laisser des traces sur ce qu'ils sont en train de réaliser, de produire, plus que sur ce qu'ils vont en faire après. Voilà. Une question à tous les... Oui, Charlotte. Oui, je voulais juste rembrayer là-dessus en disant que ce que j'avais constaté en travaillant avec des artistes, c'est que la question de l'erreur, c'est la question de la créativité finalement. Oui. À l'époque, en thèse, j'avais travaillé sur une petite librairie qui permettait de résoudre des problèmes patati patata. Et la première chose qu'ont fait tous les gens qui l'ont essayé, c'est de la casser. Ils ont tous essayé de la casser en la poussant à ses limites, en mettant en essayant de faire des modèles qui passaient pas, etc. Et parfois, à partir de ces problèmes qui n'avaient pas de solution, ils ont réussi à produire des bouts de solutions, des trucs partiels qu'ils ont eux-mêmes réutilisés derrière. Et c'était très bien. C'était très bon. Sur le coup, ça m'a énervé parce que moi, j'avais travaillé pour faire ce truc
et ça m'agaçait qu'on essayait de la faire pas marcher, mais c'était très bien, c'est ça qui était intéressant dans la démarche. C'est en tout cas pour moi, informaticienne, le vrai intérêt de travailler dans un cadre, par exemple, artistique comme ça, c'est d'avoir des gens en face qui vont essayer d'aller trouver les limites, les erreurs, les exploiter et voir ce qu'ils peuvent en faire après. Oui, parce que c'est vrai aussi que le monde un peu algorithmique, ça petit à petit nous éloigne de la possibilité de l'erreur et l'échec. C'est aussi un des attendus. Or, quelle est la place de la question de la création dans un monde où l'erreur et l'échec Mais c'est pas du tout vrai que le monde des algorithmes ne fait pas d'erreurs et d'échecs, il en fait tout le temps. Oui, mais ouais. Et à partir du moment où on donne un outil, cet outil peut pas marcher ou donner des résultats merdiques ou faire. Alors c'est grave si c'est dans un contexte comme décrivait Olivier tout à l'heure. Là, il y a une question de responsabilité à se poser, etc. Mais ça peut être aussi très intéressant d'essayer de pousser ces outils à leurs limites et de voir ce qu'on peut leur faire rater, ce genre de choses. Ouais. C'est ce que font les artistes. Alors, il y a un projet en ce moment à Labomédia, mais je pense pas que ce soit un projet artistique. Mais il y a quelqu'un qui essaye de vérifier si les prévisions météorologiques sur Orléans étaient bonnes de manière rétrospective. Ah. Et du coup, c'est par rapport à l'erreur, je trouve ça super intéressant parce qu'en effet, on nous annonce le temps et personne ne va vérifier si le temps qui avait été annoncé était vraiment le temps qui a eu lieu, ni si les données sur le site étaient aussi, si les datas étaient réelles. Donc, cet exemple pour illustrer qu'il y a aussi peut-être une sur les algorithmes, quelque chose qui va arriver de manière un peu en arrière. On va aller vérifier en fait des choses qui ont été lancées et l'accès au code du coup est assez important là-dessus. Pour revenir, Julien, par rapport à ce droit à l'erreur, là je viens te chercher sur ta casquette peut-être aussi d'opérateur culturel qui agit sur un territoire, hein, parce que c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que le fait d'avoir le droit à l'erreur et de pouvoir revendiquer, aussi compliqué que ça puisse être, le fait de s'être trompé à un moment ou à un autre, de pouvoir l'affirmer, est-ce que c'est pas aujourd'hui, ce serait pas une certaine forme de résistance, de rentrer dans une certaine forme de résistance? Après, la problématique, c'est d'évaluer ce que tu viens de dire. Donc, il y a toujours une image qu'on essaye de donner et puis des objectifs qu'on se donne à l'extérieur et des choses qui ont lieu de manière un peu sous-jacente. Donc, nous, par exemple, on valorise vachement le lien social. On dit, voilà, les gens, regardez, ils sont au fond là-bas, ils sont en train de s'échanger des savoirs pour construire une imprimante 3D. Puis, c'est avéré qu'en fait, ils étaient en train de monter un magasin de vente d'imprimantes 3D dans Nantes, donc je trouve ça plutôt intéressant. C'est un truc qu'on nous aurait plutôt demandé en tant qu'acteur culturel. Et il y a une réflexion sur l'économie numérique et développer ce genre de structure. Et du coup, c'est l'inverse de l'inverse qui arrive. Mais du coup, par rapport à ta question, je pense qu'il y a aussi une question du temps et de la temporalité, en fait. Savoir si on met en place des activités qui ont lieu sur 6 mois ou sur 2 ans ou sur 3 ans. Du coup, tu n'as pas les mêmes critères de réussite et d'évaluation. Et les critères de réussite sont les critères de toi en tant qu'opérateur culturel, de toi en tant qu'agent d'opérateur culturel, mais aussi des personnes qui sont tutelles, en fait, qui se missionnent là-dessus, et des gens qui ont participé en plus à l'activité. Donc ça fait un peu 5 étages d'évaluation de la réussite. Et en plus, tu peux rajouter une couche communication maintenant sur l'image que les gens, comment ils l'ont perçu à l'extérieur. Donc, par exemple, demain, on organise la fin de l'Internet. C'est vraiment le truc le plus naze, à part la présence d'Olivier Richard le soir, qu'on n'ait jamais organisé. Mais il se trouve que c'est la page la plus vue sur notre site depuis 1 an. Bon, mince. Mais bon, c'est comme ça. Olivier, tu voulais rebondir? Oui, je voulais juste, parce que Julien parlait de météo tout à l'heure, donc moi effectivement ce matin, comme peut-être plein de gens, avant de venir, quand je me suis levé, avant de m'habiller, j'ai checké la météo sur Météo France, pour voir si je mettais un pull, tout ça, et ils annonçaient beaucoup de pluie à partir de 4 heures sur Nantes, voilà, donc j'avais pris un kawaii, tout ça, voilà. Et comme vous pouvez le constater, il pleut, pas. Donc derrière la question de l'erreur, en fait, au niveau d'une société, il y a une autre question qui, à mon avis, est cruciale, c'est la question de la prévisibilité. Si on s'installe dans l'idée qu'on est dans une société avec des dispositifs techniques qui sont infaillibles, qui ne produisent pas l'erreur, qui ne produisent pas d'erreur, pardon, ça veut dire que du coup, tout est prévisible. Et à partir du moment où tout est prévisible, le temps qu'il va faire, mais le résultat des élections, vous avez certainement tous
vu qu'il y avait aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs des gens qui se piquaient de prédire qui allait gagner. Voilà, bon, on a bien vu ce que ça a donné. On leur a dit merci, au revoir. Donc voilà, si on n'accepte pas cette idée de l'erreur, ou plutôt si on accepte l'idée qu'on vit dans un monde algorithmique, informatique, technique, où l'erreur n'a plus de place, ça veut dire que tout est prévisible. Et si tout est prévisible, ce qu'on efface, c'est la question du libre arbitre, et la question de l'aléatoire, et la question effectivement de la sérendipité, puisque ça s'appelle comme ça, le fait de découvrir avec chance, mais un hasard un petit peu préparé, de découvrir des trucs qu'on ne cherchait pas au départ. Et si on accepte à l'inverse que tout soit prévisible et prédictible, eh bien on entre de plein pied, en tout cas on fait le lit d'une certaine forme de dystopie, c'est-à-dire que c'est Minority Report, si on peut tout prévoir, si chaque comportement individuel et collectif est prévisible, est modélisable, est anticipable, et bien alors à partir de ce moment-là, on est dans une société totalement orwellienne. Donc il faut militer, je crois, c'est plus que le droit à l'erreur, c'est l'existence de l'erreur en tant que vrai positionnement politique. Peut-être qu'en tant qu'acteur culturel, on peut faire de l'obsolescence programmée de nos propres projets et de mettre des rouages qui bloquent au bout d'un moment ou des choses comme ça. Alors moi je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi je trouve que la conclusion faite par Olivier ainsi que le clin d'œil de Julien était parfait. Je me tourne vers vous parce qu'il est exactement l'heure précisément pour vous de prendre la parole et de poser des questions si vous le souhaitez, que ce soit autour de ce sujet de l'erreur où on a essayé pendant 1h30 de zoomer et de dézoomer en permanence. Donc il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui auront envie de rebondir sur l'un ou l'autre des aspects qui ont été abordés pendant cette 1h30. Ouais. Donc Maxence, puis Benjamin. Alors moi, je suis super content, enchanté de cette conférence, parce que c'est un sujet que j'adore. Donc c'est un sujet qui me fait super rire, en Décidément, fait. Cédric. Parce que je suis super optimiste. Je considère que, un peu ce que vous avez dit, en fait, donc vous m'avez conforté dans mon opinion, qu'en fait, il y a un facteur qui est le facteur humain, qui est le facteur de chaos premier, et que donc, comme on est des êtres totalement incohérents, joyeusement chaotiques, on n'arrivera jamais à former des algorithmes qui seront parfait, et on n'ira pas vers cette espèce de linéarisation et d'étiquetage général des gens. Par exemple, l'algorithme d'Amazon me fait vraiment rire, parce que par exemple on peut être fan de black metal, commander des peluches mignons, et puis enfin je veux dire, il y a des trucs complètement. Moi je sais qu'Amazon galère grave dans mes préférences pour me balancer des trucs. Une fois il va me balancer, je sais pas moi, des DVD, moi qu'on n'achète absolument plus évidemment, qui achète encore des DVD de Bourvil par exemple, parce que j'ai regardé un truc sur Fernandel pour mon grand-père, et puis le lendemain il va me commander, je sais pas, Power Trip, qui est un truc sludge metal, machin, bon bref, donc il doit se dire un peu, ce client n'est pas facile. Il y a un exemple que j'adore, c'est les voitures sans conducteur justement. Et il y a cette fameuse histoire, je ne sais pas si vous la connaissez tous, parce que qu'est-ce que c'est une erreur aussi, c'est ça le truc. Donc, il y a le côté moral, mais aussi qu'est-ce que c'est une erreur. Dans quel contexte, parce que c'est toujours une histoire de contexte, une erreur. Une machine va faire une erreur. Le fameux exemple, c'est donc cette voiture sans conducteur, qui a un passager dedans, et puis qui voit deux enfants qui traversent hors des clous. Et en sens inverse, il y a un vieux monsieur qui arrive en vélo, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Bon bref, du coup, tout de suite l'algorithme se dit « Ah, je vais écraser les deux enfants, je peux pas, qu'est-ce que je fais ? Hop, je dévie, et là je me prends un arbre, mais je tue mon passager. » Bon, mais non, mais en fait, je peux aussi écraser les deux enfants. Moi, je tue mon propriétaire, voilà. du coup. Mais je peux aussi écraser les deux enfants, parce que c'est interdit de traverser hors des clous. Donc au niveau de la loi, c'est bon, je peux y aller, j'écrase les deux enfants. Et puis, le dernier truc, c'est de se dire, celui qui a le moins d'années à perdre, c'est le vieillard, donc je roule dessus finalement. Voilà. Et en fait, il n'a pas le choix, il faut qu'il prenne une décision. Quelque décision qu'il soit, elle sera fausse, cette décision, enfin, elle sera merdique pour quelqu'un. Donc du coup, ça, je trouve que c'est vraiment pour moi le truc absolu de cette erreur. Je crois qu'on est vraiment dans un truc d'entropie, et je me demande si on n'a pas créé ces machines pour justement réduire l'entropie, mais qu'au final, avec de toute façon déjà l'obsolescence programmée, etc., l'entropie on en produit non-stop. Et puis, par exemple, une grosse erreur avec APB, c'est de ne pas avoir dit aux gens, voilà, on va mettre en place un algorithme parce qu'il n'y a pas assez de place dans l'université, donc ça va décider au hasard et selon certains critères, ceux qui pourront aller en université. L'erreur, c'est de ne pas avoir communiqué au départ, en fait, parce que je pense que ça aurait solutionné plein de problèmes. Donc l'erreur est toujours humaine, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
C'est une autre conclusion. Benjamin, juste à côté de toi. Alors j'aime beaucoup le sujet, effectivement, puisque nous pratiquons l'erreur dans le lieu dans lequel je pédale, puisque j'ai l'impression aussi que dans ces lieux de pratique artistique, notamment numérique, c'est souvent le processus échec-réussite qui est à l'œuvre quand on pratique simplement pour avancer. Je voulais revenir sur deux, trois éléments, notamment le côté déterministe des ordinateurs et des algorithmes, qui est un sujet que j'aime bien, puisque moi j'ai déjà constaté que les ordinateurs étaient vivants et n'étaient plus des processus déterminés, notamment parce que quand on fait un programme et qu'on redémarre 2 fois l'ordinateur de la façon complètement identique, l'ordinateur est susceptible de ne pas se comporter de la même façon. Ce qui est un petit peu le cas aussi pour les algorithmes, et puis à côté des algorithmes, il faut, je pense, mettre complètement la question des données, et notamment la question des algorithmes apprenants au regard des jeux de données auxquels ils sont soumis. Il y a l'exemple savoureux de TIA, vous savez, cette intelligence artificielle de Microsoft qui a été lancée sur Twitter et qui s'est fait troller, qui est devenue fasciste, homophobe, pro-Trump en moins d'une journée, ce qui est assez savoureux. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on a accouché d'un empilage de couches de complexité qui donne ce côté parfois non déterministe à l'ordinateur parce qu'il y a un programme qui va s'agiter, on n'avait pas prévu et puis il va casser ce côté déterministe et du coup provoquer une erreur, ce qui peut être chouette. C'est un petit peu la même chose côté algorithme, notamment, c'est impossible d'auditer des algorithmes, je pense à ceux de Google ou de Facebook, parce qu'on n'aura jamais accès ni au code source, ni aux jeux de données dont se nourrissent ces algorithmes, et du coup c'est difficile de pouvoir faire un audit serein de ce genre d'algorithme auquel on est quand même confronté au quotidien. Ce qui se pose aussi pour la question des logiciels libres, je fais un peu vite, parce que la question de l'audit, effectivement, c'est chouette d'avoir le code source, encore faut-il avoir les moyens de l'auditer, et on a vu qu'il y a un paquet de briques libres qui ont été défaillantes ces derniers temps, et donc voilà, se pose aussi la question de l'audit de ces briques libres. Pour revenir à qui détermine en fait les présupposés d'un algorithme, et effectivement il y a le rôle du programmeur qui peut avoir des valeurs, moi je pense qu'il y a aussi et surtout le rôle du commanditaire du programme qui doit complètement être mis en lumière, et donc par rapport à l'algorithme sur les universités, typiquement c'est plutôt le politique qui a décidé qu'on ne mettrait pas de place suffisante dans les universités qu'il faut interpeller, et non pas l'algorithme ni le développeur. Voilà, donc ce qui est chouette pour conclure, c'est que grâce à la culture start-up qui monte, du coup aujourd'hui l'erreur est érigée en valeur à chérir, puisqu'il faut échouer pour réussir dans l'entrepreneuriat. Du coup peut-être qu'on en bénéficiera aussi dans le monde associatif et culturel à brève échéance. Du coup, il n'y a pas de questions. Si, c'est étonnant. Vous voulez, un de vous rebondir, Julien, peut-être? Je voulais rebondir du coup sur l'intervention préparée avec Benjamin. C'était en effet, il y a, en tant qu'opérateur culturel, on voit depuis pas mal d'années, je pense que tu peux témoigner, l'arrivée des pratiques managériales dans le secteur associatif, qui est normalement un tiers secteur qui voit les choses de manière différente. Ça, c'est les choses qu'on est obligé de vivre au quotidien. Mais par contre, ce qui est une bonne idée, c'est qu'ils sont persuadés qu'on est innovant, donc on peut les emmener droit dans le mur. Ouais. Donc c'est ça ce qu'on essaye de faire. C'est vrai, la force du mot innovant. Voilà. Si je peux compléter, on voit arriver exactement les mêmes pratiques managériales dans le monde de la recherche scientifique, avec à peu près le même résultat. Donc, que ça sert à rien. Donc c'est des secteurs où il faut qu'on se mette en résistance avec le droit à l'erreur. Moi, je voulais rajouter deux petites choses, ou 2 points, c'est pas des points de désaccord, parce que fondamentalement je suis d'accord avec ce que vous avez dit, 2 points peut-être de précision ou d'élargissement. Sur l'algorithme d'Amazon et sur la prévisibilité, ou sur l'aspect chaotique, anthropique de nos choix et de l'être humain, bien sûr qu'on est capable, et qu'on a au quotidien pour différentes raisons. Là, vous avez évoqué la navigation, je cherche un truc pour mon grand-père le lendemain matin pour ma petite fille, etc. Donc bien sûr qu'on peut avoir un comportement anthropique. Mais d'abord, il est de plus en plus difficile de tricher avec les algorithmes. Il y a eu un temps, pas si lointain que ça, où c'était facile de se réunir de manière collective pour tricher avec l'algorithme. Par exemple, avec Google, on pouvait faire ce qu'on appelait du Google bombing et faire en sorte que la page où il y avait la bio de Nicolas Sarkozy à l'époque où il était président sur le site de l'Élysée, de qualifier cette page avec un terme vulgaire qui était trop du cul, parce qu'on créait tous des liens vers la page de l'Élysée avec le texte du lien qui s'appelait trop du cul, et comme l'algorithme de Google raisonne par popularité, il identifiait que la bio, c'était Sarkozy ou ça aurait pu être un autre, que cette page était populaire par rapport au terme trop du cul. Voilà. Donc ça c'était une manière, donc ça c'est pour la blague. Et en plus, le premier qui avait été victime de ça, c'était George W. Bush. Mais c'était possible de tricher avec l'algorithme, parce que les règles étaient à peu près connues, pas toutes, et on pouvait donc les contourner. Et ça, c'est très sain quand dans une société, on a la capacité de détourner des systèmes techniques. Aujourd'hui,
Faire la même chose pour prendre des choses à peu près équivalentes avec l'EdgeRank, l'algorithme de Facebook, c'est beaucoup plus compliqué. On n'y arrive pas. Et au-delà de ça, si on essaye de tricher, si je déclare à Facebook que je suis une femme, que j'ai 15 ans, que je suis homosexuel, que je suis noir, au bout de une journée d'utilisation, allez, j'exagère un petit peu, mais Facebook va être capable de détecter que je suis un homme de 45 ans, blanc, etc., etc., etc. Donc, c'est compliqué. Et sur la prévisibilité de nos comportements, là aussi, il y a un copain qui s'appelle Dominique Cardon qui a écrit un super bouquin que je vous conseille, en plus du mien, que je peux vous vendre à la fin, qui s'appelle « À quoi rêvent les algorithmes ?» Et où il explique qu'effectivement, il y a un discours ambiant qui nous dit « Amazon, ils sont super forts, ils sont capables de prévoir le moindre de nos comportements, etc. » Et il dit en fait, Amazon, ils sont nazes, parce que c'est super facile. On a tous des habitus, des manières de se comporter, d'être en société, des choix de consommation. Il n'y a pas besoin d'un algorithme pour savoir ça. Vous allez voir votre buraliste. C'est pour ça que l'horoscope marche aussi bien. Parce que, voilà, on est tous immensément prévisibles. Et du coup, la force de ces algorithmes, par contre, c'est de raisonner à un niveau statistique qui est beaucoup plus large et beaucoup plus supérieur. Et donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait que Amazon trouve que vous êtes un client difficile. Parce qu'en plus, ils ont intériorisé dans les algorithmes, ça aussi c'est passionnant, cette dimension du crapaud fou, c'est-à-dire des gens qui vont se comporter différemment. Et du coup, c'est intégré comme une variable, et ça permet justement à l'algorithme d'être beaucoup plus efficace et d'anticiper beaucoup plus. Il y avait encore une question, il me semble? Ou une intervention? Non, alors du coup, Charlotte. Je vais dire juste un mot parce que sinon je vais pas dormir. PageRank, c'est l'algorithme de Google. Facebook. Ah oui. EdgeRank, j'ai dit. Le PageRank de Google et l'EdgeRank de Facebook. Donc en fait, le meilleur moyen d'être imprévisible, c'est de faire des erreurs finalement. J'ai 2 minutes. Ouais. Je peux vous raconter une petite histoire? Vite fait. Hein. Et après, Après, on arrête. Après, ouais, je m'en après on arrête. Il y a un monsieur qui s'appelle Apostolos Gerassoulis, informaticien. Et c'était en 2005, et à l'époque, c'était le papa d'un moteur de recherche qui a disparu depuis et qui s'appelait Ask Jeeves, qui était le logo, ça ne va pas vous parler, hein, vu le profil démographique de la salle, mais ça marchait pas trop mal. Le logo, c'était un valet de chambre, enfin un valet, un valet anglais, et donc c'est un moteur de recherche qui répondait à vos questions. Bref, et un jour, ce monsieur est interviewé dans un grand journal allemand, c'était Die Welt, je crois, et il raconte l'histoire suivante. Il dit, comme dans la plupart des boîtes qui développent des moteurs de recherche aux États-Unis, il y a le fameux mur à l'entrée. On rentre et on voit en temps réel toutes les requêtes qui défilent, qui sont déposées sur le moteur de recherche par tout le monde. Et il dit, en regardant défiler donc les 10 millions, c'était rien hein, à l'époque, hein, mais c'était pas mal quand même, 10 millions de requêtes quotidiennes du moteur, ouvrez les guillemets, je me dis parfois que je peux sentir les sentiments du monde, ce qui peut aussi être un fardeau. Qu'arrivera-t-il si nous, les gens qui développons ces moteurs, qu'arrivera-t-il si nous répondons mal à des requêtes comme amour ou ouragan? Voilà, il dit ça en 2005. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué parce que à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'effectivement, ces gens-là avaient déjà clairement conscience de la responsabilité immense qui était la leur. Regardez aujourd'hui ce qui se passe malheureusement encore, pour rester sur la question des ouragans. Si on répond mal à des situations de crise qui sont liées à la requête ou simplement au ouragan, si on fait des erreurs, ça peut être catastrophique. C'est-à-dire que ces sites-là, alors Facebook avec le safety check par exemple, on a vu ce que ça pouvait donner, ça peut être catastrophique et on passe très vite de l'erreur à la faute morale. Quand il y a eu malheureusement les attentats du Bataclan, la veille, dans la banlieue sud de Beyrouth, il y a eu un attentat de la même organisation terroriste qui a fait 47 morts et pour laquelle Facebook n'a pas activé son safety check. Le lendemain, il y a eu les attentats du Bataclan et Facebook a activé pour la première fois son safety check. Pourquoi ils ne l'ont pas activé la veille à Beyrouth? Les gens qui étaient là-bas, ils ont interpellé Facebook là-dessus. Est-ce que c'est une simple erreur? Est-ce que c'est une faute morale? Voilà. Et c'est toutes ces questions derrière qui se posent aujourd'hui avec la prégnance de ces systèmes techniques dans nos sociétés, sur nos vies, qu'il s'agisse d'apporter des questions au mot amour ou au mot ouragan. Là, j'ai fini. Alors bon, c'est une note un petit peu moins optimiste que tout à l'heure. Pour plomber l'ambiance Finalement, à la fin. c'est dommage. Écoutez, en vrai, on peut prendre encore une ou deux questions si jamais ça vous intéresse. Je pense notamment à tous les jeunes gens qui sont là. Si vous voulez poser une question, c'est le moment, je vous en prie.
Non, je n'insiste pas donc. Ben voilà, je vous propose que nous clôturions là-dessus cette deuxième table ronde de la journée et puis la suite du programme dans les petites plaquettes, à moins que Martin, tu veuilles faire une petite annonce. Bah déjà, merci beaucoup. Merci à tous, c'était vraiment très intéressant. Effectivement, ça clôture les tables rondes pour ceux qui étaient inscrits, qui étaient intéressés par la suite. Donc les mini-conférences avec les artistes du festival, ça va commencer d'ici une grosse demi-heure à Insula, donc juste à côté. Voilà, merci beaucoup.